Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le cours sur l'état gazeux, qui est un titre du chapitre des états de la matière. Donc, le premier titre, c'est les gaz. Après, on va faire les liquides, les solides et les états intermédiaires. Comme vous pouvez le constater, l'état gazeux est présent dans notre environnement, dans le corps humain, à l'extérieur du corps humain, au point de vue microscopique, au point de vue macroscopique, même au point de vue astronomique. Donc ici, par exemple, cette petite vidéo, donc c'est du chlorure de zinc. Donc le chlorure de zinc avec de l'eau, donc il y a apparition de petites bulles de gaz. Donc cette réaction chimique, elle vous donnera des bulles de gaz. On peut aussi trouver dans l'univers, il y a plein de gaz. Comme par exemple ici, la planète Jupiter, elle est formée de gaz. Ce n'est pas comme notre planète, par exemple la Terre, qui est formée de gaz, de solides et de liquides. Ici, les scientifiques disent que c'est une planète gazeuse. D'accord? Elle est pleine de gaz. Donc ça, c'est Jupiter. Donc pour l'état gazeux et pour l'étude de ces états ou de cet état, les scientifiques ont modélisé plusieurs modèles. Donc on fait plusieurs modèles. Parmi les modèles les plus connus ou plus précisément pour votre niveau en deuxième année, on vous présente ces deux modèles suivants. Donc, il y a le modèle des gaz parfaits, il y a le modèle des gaz réels. On va commencer par le modèle des gaz parfaits. Donc, un gaz au point de vue microscopique, c'est quoi? Indépendamment des modèles qu'on a déjà cités. Donc, c'est juste une petite définition d'un gaz. Un gaz est constitué de particules en perpétuel mouvement. Ces particules peuvent être des atomes, des molécules, des ions ou même un mélange d'atomes, de molécules et d'ions. D'accord? Ces particules interagissent entre elles, mais au point de vue microscopique, uniquement des points, ce qu'on appelle des particules points. C'est des particules modélisées sous forme de points. Dans une enceinte, bien sûr. Un gaz parfait, c'est quoi? Ou quand est-ce qu'on peut parler d'un gaz parfait? Si il y a ces conditions. S'il y a ces conditions, on peut modéliser le gaz comme un gaz parfait. Donc le système doit être isolé, adiabatique. Donc isolé, aucun transfert de matière de l'extérieur. Les particules constituant un gaz parfait sont modélisées par des points, comme on a pu le voir dans le schéma précédent. C'est des points. La taille de chaque particule est négligeable devant la distance interparticulaire. Donc la distance interparticulaire, elle est très grande devant la taille des particules. Les particules ont une masse
Hein, donc, ce n'est pas des points avec une masse est égale à 0. Non, elles ont une masse. Hein. Aussi, l'autre condition, pas d'interaction, ni attraction, ni répulsion entre des particules, hormis les collisions entre elles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des chocs entre deux particules, mais il n'y a pas ni attraction ni répulsion. C'est juste quelque sorte de petites sphères, hein, donc ni chargées, ce n'est ni des ions, ni des dipôles, ni rien du tout, c'est uniquement des points, des petites sphères, donc qui n'ont pas d'attraction ni répulsion entre elles. Elles peuvent avoir des chocs, mais pas d'attraction ni répulsion. Comme vous pouvez le voir ici, les particules sont en perpétuel mouvement. Donc les particules sont en perpétuel mouvement, elles bougent, donc elles bougent comme celle-là par exemple, elle peut venir ici frapper et changer de direction, il n'y a pas de problème, contre les parois. Elles peuvent même, comme vous pouvez le voir ici, et voilà, donc dans cette région, est-ce que vous pouvez le voir? On attend un petit peu, hop, hop, vous l'avez vu? Donc il y a un choc entre deux particules, et voilà, donc celle-là et celle-là. Le choc, il était ici. Donc elles peuvent avoir une collision, mais cette collision, on dit que c'est une collision élastique. Ça veut dire quoi, une collision élastique? Il n'y a pas une dissipation d'énergie. Ça veut dire l'énergie avant la collision est égale à l'énergie après la collision. D'accord? L'énergie initiale est égale à l'énergie finale. C'est ça ce qu'on appelle une collision élastique. Il y a uniquement changement d'énergie cinétique. Cette particule peut changer de vitesse, cette particule aussi, mais l'énergie totale ne change pas. Il n'y a pas de dissipation en énergie calorifique ou en chaleur, etc. Maintenant, avant de parler des gaz ou de la loi des gaz parfaits, on va commencer par graduellement, dans le temps, avant qu'on découvre la loi des gaz parfaits, on a utilisé certaines lois. Ces lois sont préludes ou sont une introduction ou sont un avant de la loi des gaz parfaits. C'est un avant. Par exemple, la loi de Boyle-Mariotte. Donc, cette loi de Boyle-Mariotte, elle dit quoi? Si vous avez T constant, ça veut dire nous sommes dans le cas d'une isotherme. Dans le cas d'une isotherme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T est constant durant l'expérience ou durant l'observation. Vous avez cette loi. Si vous avez T constant, vous avez P fois V est égal aussi à une constante. Ça veut dire si vous avez P1 fois V1, c'est sûr qu'il sera égal à P2 fois V2, etc. jusqu'à P1 fois V1. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Boyle-Mariotte. On a aussi une autre loi qui est connue, c'est la loi de Gay-Lussac. Gay-Lussac, c'est quoi? Si vous avez V constant, ça veut dire que nous sommes dans le cas isochore. Isochore, ça veut dire le volume est constant durant l'observation, durant la mesure
de l'expérience. Donc cette loi, c'est la pression égale en fonction de T. D'accord? La pression égale en fonction de T avec un petit facteur, donc ce qu'on appelle le facteur de proportionnalité. Mais il faut retenir que P est une fonction, donc la pression est une fonction de T. D'accord? Il y a plusieurs lois. Donc nous, on va voir 4-5 lois. C'est juste pour vous dire que la loi des gaz parfaits n'est pas venue comme ça. Donc il y avait des recherches, il y avait des réflexions, un effort de réflexion avant de trouver la loi que vous connaissez, PV égale à RT. Donc il y a aussi la loi de Charles. Charles, c'est quand vous avez P constant. Nous sommes dans le cas d'une isobare. Le volume alors est en fonction de T. Avec K' aussi, c'est un facteur de proportionnalité. Donc V est une fonction de la température. Donc c'est la température, hein, ce n'est pas le temps. D'accord? On passe maintenant à la loi d'Avogadro. La loi d'Avogadro, elle vous dit quoi? Elle vous dit que si vous avez un système où il y a un gaz parfait, donc des particules point, avec N1, donc le nombre de ces particules, d'accord? Un autre système avec un nombre, c'est d'autres particules, hein, ce n'est pas les mêmes particules. Donc ici, par exemple, c'est particules d'hydrogène H2, ici c'est des particules d'hélium, donc c'est différentes natures. Si nous sommes dans ce cas, et vous avez la même pression ici et ici, le même volume, donc le même récipient, ou le même volume du récipient, et à la même température, forcément, tout ça va vous donner N1 égale à N2. Ça veut dire ce N1, le nombre de particules point dans ce récipient devrait être égal au nombre de particules dans l'autre récipient. Donc ça, c'est la loi d'Avogadro. Il y a aussi la loi de Dalton. La loi de Dalton, c'est quoi? Donc si vous avez 4 récipients de volume qui sont égaux, donc V1 est égal à V2 est égal à donc V3 est égal à V4, donc c'est le même volume du récipient. Si dans le premier récipient ici, vous avez une espèce de particules, donc on va dire que c'est de l'hélium, par exemple, avec une pression P1. Si vous avez dans l'autre récipient, le deuxième ici, une autre espèce de gaz avec une pression P2, et dans le troisième avec une pression P3, si vous mettez les trois espèces, donc les trois espèces de gaz à l'intérieur de ce volume, de ce récipient V4, donc les trois espèces, donc l'espèce verte, l'espèce jaune et l'espèce bleue. La pression P dans ce récipient V4, P, est égale à la somme, ça veut dire est égal à P1 plus P2 plus P3, est égal à la somme des pressions. C'est ce qu'on appelle la loi de Dalton. Maintenant, on a aussi ce qu'on appelle la loi d'Amaga. La loi d'Amaga, c'est quoi? C'est
Si vous avez un récipient, le premier récipient, avec une espèce de gaz parfait, avec une pression P1, dans le deuxième récipient, la même chose, avec une pression P2, mais avec une autre espèce, d'autres molécules si vous voulez. La même chose pour le récipient 3, avec P3, la pression P3, et une autre espèce. Si on les met dans un volume, ou dans un récipient, on met les 3 gaz dans ce récipient, ce grand récipient. Si P1 est égal à P2, est égal à P3, est égal à P4, alors la loi d'Amaga vous dit quoi? Le volume total, celui-là, est égal à la somme des 3 volumes précédents. Donc, V1, V2 et V3. D'accord? Ça, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi d'Amaga. Maintenant, ces différentes lois nous conduisent à une loi générale, si vous voulez, qui englobe toutes ces lois. C'est la loi d'état des gaz parfaits. Donc, PV égale à nRT. On va définir c'est quoi ces grandeurs. Donc, pour le P, c'est le nom, c'est la pression. La dimension, c'est ml-1, T-2. L'unité, c'est des pascals. En système international, c'est des pascals ou c'est des newtons par mètre carré. Donc, le pascal, c'est quoi? C'est des newtons par mètre carré. Vous avez le V, c'est le volume. La dimension, c'est L cube. C'est des longueurs au cube. Et l'unité dans le système international, c'est des mètres cubes. Donc, on utilise des mètres cubes, non pas les décimètres, ni les centimètres, ni millimètres cubes. D'accord? Pour le petit n, donc celui-là, c'est le nombre de moles. La dimension, c'est grand N. Et l'unité, c'est mol. D'accord? Sans E. Il n'y a pas de E à la fin. D'accord? Pour l'unité, on ne met pas le E. Le R, ici, c'est la constante des gaz parfaits. C'est une valeur numérique de 8,314, si vous voulez rajouter ici un 4. Bon, c'est 8,31, 8,314. Son unité, elle a une unité, même si c'est une constante, comme vous l'avez vu en première année. Donc, même s'il y a des constantes physiques qui ont des unités, il faut faire attention. Donc, c'est des joules par mol par Kelvin. Et enfin, T, celui-là, ce terme, c'est la température. Donc, la dimension, c'est des températures, et l'unité, c'est le Kelvin, et non pas le degré Celsius. Il faut faire attention. En thermodynamique, on n'utilise pas les degrés Celsius, on utilise les Kelvin. Donc, on va voir maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la théorie cinétique, si vous voulez. Donc, ici, on ne va pas parler de théorie cinétique. Ce n'est pas fait pour vous, mais il faut savoir que l'énergie, qu'un gaz parfait a une énergie, ce qu'on appelle une énergie interne. Tous les gaz ont une énergie interne, dans tous les modèles, bien sûr. Dans le modèle des gaz parfaits, l'énergie interne correspond à l'énergie cinétique. D'accord? Donc, vous avez deux cas de figure pour vous. Vous avez le cas d'un gaz monoatomique. Ça veut dire quoi un gaz monoatomique? Ça veut dire que la particule, c'est un seul atome. Exemple, l'hélium. Par exemple, les particules dans le gaz, c'est atomique. C'est un atome, une deuxième particule, un atome, troisième particule, un atome, etc. Le néon aussi, l'argon, généralement les gaz rares. Donc l'énergie cinétique
de ce gaz est égal à 1 demi m la moyenne des V carrés. Donc, ça c'est parce que c'est une étude statistique en réalité. Donc, je ne voulais pas vous faire ici beaucoup de calculs, mais c'est une étude statistique. Il y a des milliards d'atomes dans un gaz ou dans un petit récipient. Donc, il ne faut pas oublier des milliards, etc. On prend généralement, donc l'ordre de grandeur, c'est le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 23 particules. Donc, c'est une étude statistique. Donc, j'ai évité de faire beaucoup de calculs. Je vous donne directement que l'énergie cinétique est égale à 3, 1 demi kBT. Donc, Kb, c'est la constante. Ici, c'est la constante de Boltzmann. Elle est égale à 1,38 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. T, c'est la température. D'accord? Bon, pour l'énergie interne, c'est l'énergie cinétique fois N, fois le nombre de particules. D'accord? Fois le nombre de particules. Quand on fait ça, on intègre ça ici, on trouve ces 3 demi NKBT est égal à 3 demi nRT. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que NKB, NR, c'est la même chose. D'accord? Vous avez aussi PV égale à 2 tiers NEC. Vous avez N, le nombre de particules, est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Donc celui-là, c'est le nombre d'Avogadro. Celui-là. D'accord? Ça, c'est le nombre de moles et non pas de particules. Le nombre de moles. Et le grand N, c'est le nombre de particules. Maintenant, on passe à l'énergie cinétique et l'énergie interne d'un gaz diatomique. Ça veut dire diatomique, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque particule de ce gaz parfait correspond à 2 atomes. Ça veut dire 2 atomes font une particule d'un gaz parfait. Par exemple, le H2. Le H2, il y a 2 atomes dans cette molécule. Cette molécule, elle forme la particule. Donc, la particule, c'est quoi? Quand on a dit, donc, le gaz parfait est formé de particules points, etc. Donc, le H2, donc ça, c'est H2. D'accord? Une particule, il y a 2 atomes dans une seule particule du gaz parfait. Ce qu'on appelle le cas d'un gaz diatomique. Di, ça veut dire 2. Donc, exemple, le H2, le O2, dioxygène, le N2, etc. L'énergie interne de ce genre de gaz, U est égal à N, nombre de particules, celle-là, et non pas le nombre d'atomes. D'accord? Il faut faire attention. Ce n'est pas le nombre d'atomes, mais le nombre de particules fois 5 demi kBT. En fonction de R et T, c'est 5 demi, d'accord, NRT. D'où vient ce 5, le 3 d'avant qu'on a vu? Ça, c'est les degrés de liberté. Si vous avez une particule monoatomique, vous avez les 3 degrés de liberté de translation. Maintenant, si vous avez une particule avec 2 atomes, donc H par exemple et H, vous avez la translation suivant X, Y et Z, suivant l'axe X, Y et Z, X, Y par exemple et Z, et vous avez aussi les rotations. Cette particule, elle peut faire une rotation comme ça. Elle peut faire une rotation comme ça, etc. Donc, c'est les translations plus les rotations. Donc, ça, c'est des calculs que les physiciens
ou ceux qui font la thermodynamique connaissent très bien. D'accord? Maintenant, dans ce modèle de gaz parfait, il a des limites. On ne peut pas l'appliquer à tous les gaz. D'accord? Ou à toutes les conditions, si vous voulez. Parmi ces conditions, il y a, si vous avez une pression haute, une haute pression, on ne peut pas appliquer le... C'est une limite pour le modèle de gaz parfait. Pour les basses pressions aussi, c'est une limite. Très basse pression, très basse température, pas la pression, c'est une limite. Aussi, si les forces de Van der Waals deviennent prépondérantes, deviennent grandes par rapport à la distance. Donc, si vous avez les molécules, elles ont une forte énergie de liaison, et après, elles ont un dipôle qui est grand, la valeur du dipôle qui est grande, donc ça risque de perturber donc, une autre molécule voisine. Donc il y a une attraction, si vous voulez, avec une autre molécule voisine. Par exemple, cette particule avec une autre particule, si c'est un dipôle, celle-là aussi par exemple un dipôle, comme on a vu le dipôle de Kisson, de London, etc. Donc le dipôle induit, dipôle instantané, etc. Ce que vous avez vu. Donc il faut, si vous voulez revoir le cours, il faut scanner ici. Donc il faut scanner ici pour voir le cours des liaisons intramoléculaires et intermoléculaires. Donc si vous avez un dipôle, ça risque d'y avoir ici la distance D. Peut-être il y a une interaction entre les deux particules. S'il y a une interaction, ce n'est plus le modèle des gaz parfaits. D'accord? Donc ça, c'est une limite. C'est la limite des gaz parfaits. On passe maintenant à l'autre modèle, ce qu'on appelle le modèle des gaz réels. Je vous donne directement l'équation d'état des gaz réels, si vous voulez, ou ce qu'on appelle aussi l'équation d'état de Van der Waals. Elle s'écrit sous la forme suivante. Donc, P plus n carré A V carré, entre parenthèses, multiplié par V moins NB est égal à nRT. On va dire que, on va définir c'est quoi tous les termes. Donc, P, celui-là, c'est la pression. D'accord? C'est la pression. Sa dimension, on a dit que c'est exactement ça. Il y a ce terme qui est venu ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut l'éliminer. Hein. C'est exactement celui-là. Donc, il y a... Ça m'a échappé. Donc, ce terme, c'est celui-là. Donc, la dimension de la pression, c'est ml moins 1 T moins 2. L'unité, c'est le pascal. Le volume, c'est des longueurs au cube. OK? C'est des longueurs au cube, c'est des mètres cubes. Le N, c'est le nombre de moles, etc. C'est comme les gaz parfaits, la loi des gaz parfaits, ce qu'on a vu. Le R, constante des gaz parfaits, 831 joules par mol par Kelvin. T, c'est la température, c'est des Kelvin. Maintenant, on vient à ces deux termes. Ce qu'on appelle les termes de correction. Donc, les termes de correction, c'est celui-là et celui-là. A et B, A, on l'appelle le facteur de cohésion. D'accord? Facteur de cohésion de quoi? De la molécule, si vous voulez. D'accord? Et B, on l'appelle le covolume. Le covolume de quoi? Ou le volume de quoi? C'est le volume de la molécule. On va tenir maintenant compte du volume de la molécule. Parce que dans les gaz parfaits, on a dit que les gaz parfaits est composé de points, de particules points. D'accord? Maintenant, on va tenir compte du volume de la particule et de la cohésion de la particule. D'accord? Donc le A et le B,
c'est des valeurs numériques, dépendent des gaz, dépendent des espèces moléculaires. Donc, bon, pour leur unité, c'est un peu, c'est des unités pas comme on le voit régulièrement, donc assez spécial, c'est des kilopascals, décimètres puissance 6 divisé par mol carré, et le B, c'est des décimètres cubes par mol. On vous donne des exemples ici, par exemple, pour l'hélium, la valeur pour le A, c'est 3,45. Pour le B, c'est 0,237. Pour le néant, 21,3 et 0,171. Pour l'argon, c'est 136,3 pour A et 0,0322 pour B. H2, 24,7, 0,0266 pour B. N2, H2O, l'air, etc. Donc, je vous donne uniquement ces 6 ou 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 exemples, c'est suffisant. Surtout, généralement, hein, donc, H2O, la vapeur d'eau, l'air, l'hélium, c'est utilisé, H2, hydrogène, dihydrogène, etc. Maintenant, il y a une relation, bien sûr, de l'équation d'état des gaz réels et de l'équation d'état des gaz parfaits. Les gaz parfaits, c'est cette équation. En réalité, la loi des gaz réels, c'est avec, on appelle ça avec des corrections. Avec des corrections, ces corrections sont ce terme et ce terme. D'accord? Si on enlève ce terme et ce terme, on retombe sur PV. Donc, imaginez que celui-là est négligeable. Ce n'est pas zéro, mais bon, on va faire ici. Négligeable, ça veut dire devant la pression, c'est vraiment très petit. D'accord? Celui-là aussi négligeable. Devant le volume, le NB, il est très petit. D'accord? Donc, je vais effacer le 0. D'accord? On dit que c'est négligeable. Devant P, devant V. Si on néglige les deux termes, NB et N carré A sur V carré, on retombe. Donc, le P, c'est celui-là. Le V, c'est celui-là. NRT, c'est le NRT des gaz parfaits. On retombe sur la loi des gaz parfaits. Donc, il y a une relation où l'équation d'état des gaz réels, c'est une équation d'état des gaz parfaits avec des corrections. C'est tout. Bon, je crois que ce que vous vous pouvez avoir comme information sur les gaz, c'est suffisant. Ce n'est pas vraiment un cours de thermodynamique, c'est juste un petit rappel. Je vous donne le nécessaire. Bon, bien sûr, s'il y a des questions, des commentaires, je suis disponible. Comme toujours sur le e-learning, sur ma chaîne YouTube personnelle, sur la chaîne YouTube de la faculté, sur mon email, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous